On parlera du rebond immunitaire postpartum qui entraîne un début brutal des symptômes avec des cellules immunitaires qui sont des microglies qui seront suractivées et qui vont entraîner un état de confusion passagère et de l'agitation. On aura une dopamine trop active qui va entraîner l'apparition de délires et d'hallucinations. La sérotonine et la GABA seront perturbées, ce qui va entraîner une instabilité de l'humeur et de l'anxiété. Le cortisol sera mal régulé et entraînera un état de stress constant. Et on aura la dérégulation frontolimbique qui va contribuer à la désinhibition et à une mauvaise régulation des émotions. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Nathalie, médecin psychiatre et psychothérapeute. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur cette plateforme. Je réalise ce podcast pour partager des informations claires, rassurantes et utiles sur la santé mentale. Mon objectif est de réduire la stigmatisation, de favoriser la compréhension, de faciliter la collaboration entre patients, accompagnants et médecins et surtout d'encourager chacun et chacune d'entre vous à demander de l'aide le plus tôt possible. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la dépression périnatale et du baby blues. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à suivre le lien, à le regarder avec vos proches et à vous abonner. Ces informations vous aideront à soutenir ce qui vous entoure ou à prendre soin de vous sans honte ni culpabilité. Aujourd'hui, nous continuerons de parler des troubles périnataux, c'est-à-dire qui surviennent pendant la période durant et après la grossesse, et nous allons nous pencher cette fois sur la psychose puerpérale. Alors, imaginez une jeune maman de 28 ans qui a accouché il y a 10 jours. Depuis quelques nuits, elle ne dort presque pas. Elle commence à dire que son bébé est possédé, que des esprits veulent le lui voler. Elle ne s'occupe pas de lui. Elle se montre agitée, parle beaucoup, parfois de manière incohérente. Ses propos semblent peu compréhensibles. Elle a le regard dans le vide et murmure des mots quand elle est toute seule. Elle a la mine fatiguée. Elle ne prend pas soin d'elle et son humeur est changeante. Sa famille pense d'abord à un problème spirituel, mais en réalité, il s'agit d'un trouble qui affecte sa santé mentale. La psychose puerpérale est un trouble psychique rare, mais grave, survenant généralement dans les 4 premières semaines après l'accouchement. Contrairement au baby blues ou à la dépression du postpartum, c'est une urgence psychiatrique et il est vital d'agir rapidement pour protéger la maman et son bébé. La psychose puerpérale, comme toutes les psychoses, se caractérise par une rupture avec la réalité. Il y a une atteinte du jugement avec un déni de la maladie, une perte de l'insight, c'est-à-dire qu'il y a une perte de discernement. La personne psychotique ne se reconnaît pas comme étant malade. La maladie est projetée à l'extérieur de la personne, vers son environnement. C'est un moyen de préserver son intégrité psychique. La personne dira par exemple « je suis victime de persécution » au lieu de reconnaître que les troubles proviennent de l'intérieur d'elle-même. Pour cette personne, les troubles proviendront de l'extérieur et elle se pensera en bonne santé. Nous avons la présence de symptômes psychotiques avec un délire. Ce sont des croyances fixes, fausses, erronées, non partagées par le groupe social. Elles ne peuvent pas être corrigées par l'argumentation, le raisonnement, ni par la démonstration ou la preuve du contraire. Par exemple, la patiente pense que le FBI l'espionne en vue de s'emparer de son bébé et elle le sait parce qu'il y a une voix qui se trouve au plafond qui le lui a dit.
On va revenir sur ce délire tout à l'heure. Ensuite, nous avons des hallucinations. Ce sont des perceptions sans objet à percevoir. Ça veut dire que la patiente, elle peut voir ou entendre des choses qui n'existent pas en réalité. La patiente entend des voix qui lui disent de se débarrasser de son enfant, car c'est pour son bien, ou parfois ces voix se moquent d'elle. Les hallucinations peuvent aussi être visuelles, où elle voit un visage de feu se dirigeant sur son enfant, par exemple. Dans le cadre de la psychose puerpérale, la symptomatologie, le thème du délire est orienté sur le bébé, sur la maman et l'événement périnatal, c'est-à-dire ça tourne autour de la grossesse et de l'accouchement. On va également parler de l'agitation psychomotrice. C'est une agitation sur le plan mental et sur le plan moteur, c'est-à-dire sur le plan physique. La patiente est agitée, elle ne reste pas sur place, elle a beaucoup de pensées qui traversent son esprit en même temps. Parfois, elle parle comme si elle était sous pression et les paroles sortent en vrac. Le discours peut être incohérent, difficile à comprendre ou à suivre. Elle devient agressive envers elle-même ou envers son entourage. La psychose puerpérale est une urgence psychiatrique. Elle est plus rare que la dépression périnatale, mais lorsqu'elle se manifeste, la patiente qui est en déni de la maladie aura du mal à reconnaître qu'elle est souffrante. Donc, il est très important pour son entourage de prendre des mesures nécessaires pour qu'elle puisse bénéficier des soins de santé rapidement. C'est d'autant plus important parce qu'il y a un risque d'agressivité mortelle sur elle-même ou sur le bébé. Donc, la maman peut commettre un infanticide. Vous voyez pourquoi c'est urgent. Maintenant, examinons ce qui se passe au niveau de l'organisme. La psychose puerpérale n'est pas une faiblesse de caractère ni un sort jeté à un patient. Elle repose sur des mécanismes biologiques précis et psychologiques également. Donc, voyons ce qui se passe dans le cerveau. Premièrement, nous observons une chute brutale des hormones placentaires. Pendant la grossesse, les oestrogènes et la progestérone, qui sont des hormones, vont être très élevés et stabiliser l'humeur. Après l'accouchement, leur chute massive de 90 à 95% vont déstabiliser la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone qui régule principalement l'humeur. Elles vont déstabiliser la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, de la récompense, de la motivation, et déstabiliser également la GABA, qui est un neurotransmetteur qui a pour rôle de calmer et de relaxer. Donc, j'ai développé cela dans l'épisode précédent sur la dépression périnatale. Cliquez sur le lien pour le regarder. Dans le cadre de la psychose puerpérale, cette chute d'hormones liée à la grossesse va entraîner des perturbations chimiques au niveau du cerveau et ce qui va engendrer les signes suivants. Une instabilité de l'humeur qui pourra monter ou s'abaisser, de l'anxiété, c'est-à-dire une peur, une inquiétude excessive et irraisonnée, et la suractivation de la dopamine en particulier entraînera l'apparition du délire et des hallucinations. Maintenant, parlons de la dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, cet axe qui est responsable de la régulation du stress. Normalement, le cortisol est régulé par des boucles de rétrocontrôle qui l'abaissent quand son taux est haut. Je l'ai développé dans une vidéo précédente. Après l'accouchement, ce système est perturbé. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, sera élevé, mais il continuera d'augmenter. La personne sera plus sensible que d'habitude et elle va expérimenter une anxiété extrême, de l'insomnie et de l'agitation. Ensuite, parlons du rebond immunitaire brutal qui survient dans le postpartum et parlons également de l'inflammation qui joue un rôle dans ce qui se passe. Le système immunitaire est freiné pendant la grossesse pour protéger le fœtus qui, durant cette période, est considéré comme un corps étranger par l'organisme. Le système immunitaire va s'accommoder de cette présence. Après la naissance, ce système va remonter assez rapidement et va entraîner une tempête inflammatoire. Donc, on aura des
cellules qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires qui vont passer la barrière du cerveau et activer les microglies, c'est-à-dire des cellules immunitaires du cerveau, et ce qui va perturber la communication entre les cellules nerveuses et la concentration en neurotransmetteurs. Donc, tout ceci sera à l'origine d'un état de confusion passagère et de désorientation. Et la personne ne sait pas où elle se trouve, elle ne sait pas quel jour de la semaine on est. Cela va aussi contribuer à créer de l'agitation chez la patiente. Maintenant, parlons de la dérégulation fronto-limbique. Le cortex préfrontal, c'est-à-dire cette partie-là du cerveau, est responsable du jugement, du comportement social, de la prise de décision, de la planification. Il sera hypoactif, donc il sera peu actif. Tandis que le système limbique, qui est une partie qui est responsable de la mémoire, du stockage des souvenirs, des affects, des émotions, sera hyperactif. Donc, il sera très actif et comme résultat, on pourra voir chez la patiente une perte de contrôle, une désinhibition, c'est-à-dire elle fait des choses sans contrôle, et des choses qu'elle ne ferait pas en temps normal si son jugement social fonctionnait correctement. Et il y aura de l'agitation avec des délires chargés en émotions et des hallucinations riches et intenses. Je vais vous fournir un peu plus d'explications sur ces signes. Comme indiqué plus haut, les symptômes principaux incluent un délire, c'est-à-dire des idées délirantes, dont le contenu, particulièrement pour la psychose puerpérale, est puisé dans le contexte socio-culturel de la patiente et est orienté vers l'événement de l'accouchement, la maman et le bébé. Donc en Afrique, la femme dira, le bébé est possédé, il doit être sacrifié pour être sauvé. Les esprits veulent lui faire du mal. Mais en Amérique, la femme dira, le gouvernement m'espionne. Des caméras sont cachées dans ma maison. Ils veulent me prendre mon bébé. C'est le FBI. Arrêtons-nous un peu sur les idées délirantes. Ce sont des croyances fausses, peu plausibles, profondément ancrées dans l'esprit de la patiente. Elles sont vécues comme des expériences personnelles qui dictent le comportement tant qu'elle y croit fortement. Elles peuvent conduire à une humeur dépressive si le thème du délire est triste. Elle affecte de manière significative le fonctionnement social et professionnel de la personne, avec une différence nette entre ses capacités avant le début de la maladie et son fonctionnement actuel. Qu'il s'agisse d'un contenu mystique ou politique, la structure du délire reste la même. Ici, on constate la persécution par une force extérieure qui n'est pas factuellement réelle, mais qui est vécue comme telle et qui a un fort impact sur l'expérience personnelle, l'humeur et le comportement de la patiente, perturbant ainsi son fonctionnement. Ce qui nous permet de comprendre que c'est un trouble mental. Ce n'est pas tant le contenu ou l'histoire racontée avec tous ces détails, mais c'est plutôt la structure du récit, les incohérences et surtout l'impact sur le comportement de la personne et son fonctionnement. Dans ces deux cas, le cas américain et le cas africain, la maman ne peut plus fonctionner normalement. Elle ne prend plus soin d'elle-même ni du bébé. Ses occupations sont entravées et ses relations sont affectées. Elle s'isole de plus en plus ou peut devenir agressive au fur et à mesure que son délire s'enrichit et qu'elle y croit. Et ici, le délire peut conduire à de l'agressivité tournée vers soi-même ou le bébé. La maman vivra dans la peur et l'angoisse. Ce qu'elle vit est une vraie souffrance psychique. Les médicaments proposés vont rétablir l'équilibre chimique du cerveau et favoriser un retour vers la normale où la patiente pourra, lors de sa rémission, critiquer son délire et s'en désolidariser. Donc, ça veut dire qu'elle va comprendre que ce qu'elle disait était sous l'effet de la maladie. D'autres symptômes sont des hallucinations. C'est comme une radio brouillée qui capte des parasites. La personne voit ou perçoit des choses qui n'existent pas dans la réalité, comme des voix intrusives, des figures menaçantes, des visages déformés du bébé, ce qui va renforcer la croyance délirante, c'est-à-dire la croyance qu'il y a quelque chose qui est en train de la persécuter. Il y aura une variation de l'humeur. L'humeur peut être élevée,
c'est-à-dire exaltée, ou alors une humeur dépressive avec plutôt une tonalité triste. Il y aura une instabilité émotionnelle, donc parfois l'humeur monte, parfois descend, et également une anxiété. On peut aussi avoir des plaintes somatiques, c'est-à-dire des plaintes qui sont centrées sur le corps, qui est fréquent dans le contexte africain où la tristesse s'exprime souvent physiquement. Donc les patientes se plaignent d'un poids sur la poitrine, de douleurs abdominales ou de dos, de sensations de chaleur dans la tête ou dans les pieds ou d'une fatigue prolongée. En Afrique, on observe souvent un retard dans la prise en charge. Les familles peuvent interpréter ces symptômes comme d'origine spirituelle ou culturelle, ce qui renforce la stigmatisation et l'isolement et retarde les soins psychiatriques. Beaucoup de psychiatres recommandent d'intégrer les dimensions culturelles dans le traitement plutôt que de les rejeter catégoriquement. Mais il est extrêmement important d'éviter de consommer par voie orale des décoctions ou des médicaments dont on n'est pas sûr, car cela peut endommager les reins à long terme et définitivement. Et il est très difficile de se remettre après une insuffisance rénale. Quelles sont les personnes les plus à risque? Donc, les facteurs de risque peuvent être des antécédents personnels ou familiaux de troubles psychiatriques, notamment bipolaires ou maniaques, dont on parlera plus tard. Plusieurs auteurs africains ont retrouvé une incidence plus élevée chez les primipares. Donc, la première grossesse peut être plus à risque que les autres grossesses. Et la présence de complications médicales ou obstétricales graves, c'est-à-dire des complications qui sont liées au déroulement de la grossesse. On compte aussi un stress psychosocial avec l'isolement, les violences conjugales ou alors le deuil du bébé, si malheureusement la maman a perdu le bébé, et également lorsqu'il y a un besoin de soins intensifs pour le bébé. Donc, ce stress-là peut également être un facteur de risque. La pression socioculturelle telle que la préférence pour un enfant de sexe masculin ou alors le rejet des jumeaux ou d'enfants albinos dans certaines cultures peut également être un facteur non négligeable. Les personnes dépendantes à l'alcool ou aux substances psychoactives sont aussi à risque. Je ne dis pas que si votre partenaire présente cette maladie, cela signifie qu'elle prenait de la drogue. Entendons-nous bien, n'importe qui peut développer ce trouble, mais la consommation de drogue, de substances addictives, augmente la probabilité et le risque de le développer. Près de 50% des femmes ayant une psychose puerpérale peuvent développer un trouble bipolaire un plus tard, ce qui souligne l'importance d'un suivi préventif pour les grossesses suivantes. On parlera de trouble bipolaire dans un prochain épisode. Maintenant, parlons de la prévention et de la prise en charge. Donc, comme d'habitude, la prévention devra être primaire et secondaire. Il faudra un dépistage prénatal pour identifier les femmes à risque. Donc, c'est important d'inclure cela lorsqu'elle fait ses visites prénatales, un suivi psychologique avec accompagnement social et familial. Et également, lorsque elle est maintenant malade, il faut un traitement médicamenteux et certains traitements, comme ceux qui régulent l'humeur, peuvent réduire le risque d'apparition de nouveaux épisodes plus tard. La prise en charge à temps joue un rôle important pour prévenir d'autres épisodes. La prise en charge est urgente. Vous pouvez vous attendre à une hospitalisation qui peut se faire même en unité mère-bébé quand la structure médicale est équipée pour le faire. On essaiera de ne pas séparer la maman du bébé. Et le bébé sera pris en charge par des puéricultrices ou des infirmières spécialisées si la maman n'est pas en capacité immédiate. Mais dans nos contextes africains, ce n'est pas souvent possible à cause du manque de ressources. Dans ce cas, la famille jouera un rôle majeur de soutien et on évitera qu'il y ait une séparation prolongée entre la maman et le bébé. Dans ce cas, la maman sera hospitalisée dans une unité psychiatrique. Le médecin prescrira des médicaments compatibles avec l'allaitement. La prise en charge multidisciplinaire sera importante. Par exemple, le pédiatre interviendra
s'il y a nécessité de sevrer l'enfant, il faudra qu'il y ait une surveillance mère-enfant constante pour prévenir le risque d'infanticide. Ne jamais laisser la maman seule avec le bébé, surtout quand elle n'est pas encore stabilisée par le traitement. L'approche sera multidimensionnelle, comme on l'a dit, c'est-à-dire médicale avec la collaboration du psychiatre, de l'obstétricien, du pédiatre, mais aussi sociale et culturelle. Impliquer les familles, conjuguer avec son contexte socio-culturel dans le déroulement du projet de la prise en charge. Le rôle du psychiatre n'est pas d'être dans l'opposition des choix et des croyances personnelles de la patiente, mais plutôt dans son accompagnement, dans ce qui lui apporte un mieux-être sur tous les aspects. Le rôle de la famille, du partenaire ou de l'accompagnant est crucial car elle pourra jouer le rôle de relais et avertir rapidement sur l'existence ou la persistance de signes pour favoriser la prise en charge jusqu'à la rémission. Elle pourra également jouer le rôle de soutien émotionnel et social indispensable pour la réhabilitation de la patiente. Avec une prise en charge rapide et adaptée, beaucoup de femmes retrouvent un fonctionnement stable. Si vous ou une personne proche de vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à consulter un psychiatre ou à vous confier à une personne de confiance qui peut vous venir en aide et vous mettre en relation avec les professionnels de la santé mentale. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Dr Nathalie à votre service. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner et surtout le partager car ces informations peuvent aider plusieurs personnes, de nombreuses familles et changer des vies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je consacrerai un épisode entier pour vous répondre. À bientôt dans un prochain épisode de Psycho-Éducation.